Salut les mecs, salut les bolossettes ringards et ringards et bienvenue sur une nouvelle vidéo de type un petit peu vlog où je vais vous donner un avis relativement rapide aujourd'hui sur les différents films modernes et séries modernes que j'ai vus, on va dire oui ces dernières semaines, derniers mois. On va commencer par du Netflix, par du popcorn, par Electric State. Oui, peut-être tu l'as vu, peut-être tu l'as déjà oublié, oui. C'est normal, alors c'est avec Millie Bobby Brown, hein, la star de Stranger Things, et Chris Pratt, Star-Lord, dans Les Gardiens de la Galaxie. Alors le pitch de base était pas mal, hein, c'est finalement les humains qui ont créé tout un tas de robots avec des intelligences artificielles pour les servir, hein, ce qui peut arriver très fortement dans un futur plus ou moins proche. Les robots se rebellent, il y a une guerre entre les humains et les robots perdent et ils sont parqués, isolés dans un domaine perdu, entourés d'un mur infranchissable. Et pour X raisons, Millie Bobby Brown, accompagnée de Chris Pratt, va devoir se rendre à l'intérieur de ce pays maudit, rencontrer les robots pour retrouver un savant qui aurait a priori connu son père. C'est pas mal, ouais, on a passé un bon moment. Sur le coup, c'était pas désagréable, mais bon, voilà, sitôt vu, sitôt oublié. Chris Pratt, qui fait du Chris Pratt, hein, oui, faut lui dire des fois que, non, hein, faut pas qu'il joue Star-Lord hein, dans chaque film. Il a une coupe de cheveux complètement ridicule dans le film, bon, c'est rigolo. À la fin, d'ailleurs, il a une séquence, normalement, un peu émotion. Ouais, c'est plus Malaise TV que... C'est plus Malaise TV que séquence émotion. Bon, sinon, quasiment dans chaque film aussi qui se respecte, il y a l'acteur Giancarlo Esposito qui fait le méchant, une espèce de tueur à gages qui veut les tuer. Et à un moment, ça m'a sorti un petit peu parce que, en fait, Juan Carlos, lui, il est dans son fauteuil. Il pose un espèce de casque virtuel sur sa tête et il va du coup commander un robot pour faire son travail. Tout simplement, et quand Millie Bobby Brown et Chris Pratt rentrent dans cette contrée maudite, Chris Pratt, il a un petit robot qui l'accompagne et il rentre dans un robot géant, hop, il rentre dans un van, et puis le robot porte le van, parce que le van est en panne, et ils ont 500 km à faire. Alors porté par le robot géant, ça peut être crédible, parce que voilà, il fait des grandes enjambées, mais quand tu vois qu'ils sont poursuivis par Giancarlo Esposito, qui a un robot, on va dire, de taille humain normal, et puis il fait les 500 km quasiment à la même vitesse. Ouais, il arrive un peu de temps après pour laisser le scénario parce qu'après ils repartent. Et hop, notre Giancarlo, il repart en croisade avec son robot qui a pas mal aux pattes. Oui, ça m'avait un peu sorti ça. Mais voilà, oh, c'est rigolo, c'est divertissant, c'est du Netflix, c'est du popcorn. Sitôt vu, sitôt oublié. Bien, on va parler maintenant très rapidement de la série Devil May Cry sur Netflix. Alors Devil May Cry, si j'avais fait les trois sur PS2, le 1, franchement, j'adore. Hein. Putain, la claque à l'époque, c'est mon épisode préféré. Le 2, très largement en dessous, ça se laissait jouer quand même, c'était divertissant, mais oui, c'était une déception. Le 3, ça revenait aux sources. Ah oui, le 3, c'était cool. Le 4, j'ai pas pu le finir, hein. Franchement, oui, c'est vraiment l'épisode le moins bon, je trouve, sur Xbox 360. Ensuite, il y a eu le reboot DMC par Ninja Theory, où justement, ça nous montrait la jeunesse de Dante. J'ai bien aimé, ouais, j'avais bien aimé. Ça va être aussi un peu le cas hein, dans la série, parce que Dante, il est assez jeune dans la série Netflix. Et puis, le dernier épisode en date, hein, le 5, je l'avais fait quand il était dans le Game Pass. J'ai bien aimé, mais on perdait un petit peu le côté énigme, tout ça, c'était vraiment beat'em all. Bon, c'était pas déplaisant, mais c'était pas non plus mon épisode préféré. Ouais, ce que je vais préférer, ça va être le 1, hein, le 1 sur PS2. Je trouve que c'est le meilleur de la série, suivi du reboot hein, par Ninja Theory. Alors, quand j'ai vu, le jeu adapté en série sur Netflix, oulala, j'ai vu le design de Dante. Bon, j'ai dit allez, on va regarder quand même. Je sais même plus combien il y a d'épisodes, 8 je crois. Mais pareil, hein, sitôt vu, sitôt oublié, ça m'a pas autant marqué que Castlevania. Surtout le look de Dante. Hein. Il fait juvénile, il fait vraiment crétin quoi dans la série. Il fait vraiment teubé. Quand il se ramène, il essaye toujours de placer des vannes. Mais bon, on est à milieu du jeu. Hein, parce que dans le jeu, oui, il a cette attitude cool et tout, mais il cherche pas toujours forcément à placer de la vanne, hein. Des fois il est en mode serious business, alors oui, c'est pareil, il se met des fois aussi en mode serious business dans la série, mais c'est pas crédible, t'y crois pas une seconde. Bon, le scénario c'est pas mal, ouais, il y a cette espèce de lien entre le monde des ténèbres qui veut envahir
notre monde à nous, le monde des humains finalement, et puis une espèce de créature avec une tête de lapin qui veut regrouper les deux pendentifs de Dante et de son frère Virgile. Et une fois les deux pendentifs réunis et mis dans l'épée de son père Sparda, il va pouvoir ouvrir un portail et commencer l'invasion. Bon, et puis tu te douteras bien que Dante, il va tout faire pour essayer de l'arrêter, de l'en empêcher. Il est accompagné par une espèce de meuf, là, soldat d'élite. C'est pareil, ça manque de charisme en fait, hein, cette série. C'est pas désagréable à regarder sur le moment. Bon, il y a un peu de gore quand même, hein, les combats avec les monstres et tout. Mais c'est pas aussi gore que Castlevania. Ça reste gentillé quand même, je trouve. Puis tu sens que, ça s'adresse à un public un peu plus adolescent, que ils veulent faire découvrir cette franchise Devil May Cry, très certainement à un public plus jeune. Bon. Ouais, je l'ai regardé, ça va, c'était assez divertissant sur le moment. Il y a des problèmes de rythme, hein, il y a des passages, ça va, tu te fais pas chier, puis d'autres passages où ça se concentre un peu plus sur la narration, puis c'est pas forcément intéressant. Donc tu l'auras compris, en ce qui me concerne, Devil May Cry, une série en dents de scie. Bon, vraiment, si t'es fan absolu de la série, pourquoi pas. Si t'as rien d'autre à foutre, pourquoi pas perdre ton temps à regarder la série, mais oui, tu l'auras compris, c'est pas une série que je vais spécialement vous recommander. Allez plutôt voir Castlevania. On passe chez Marvel maintenant, le Captain America 4. Alors, pour le comprendre, celui-là, il faut avoir vu le Hulk de 2008, il me semble, hein, celui de Louis Leterrier, où Hulk est incarné par Edward Norton. Il faut avoir vu la série Captain America et le Soldat de l'Hiver. Bon, ça va, ces deux-là, je les ai vus. J'avais bien aimé le Hulk de Louis Leterrier, je l'avais même trouvé mieux que celui de Spike Lee. Il était un petit peu plus action. Il avait un peu plus de patates, quand même. Bon, la série Captain America et le Soldat de l'Hiver, je l'ai vu aussi. Ouais, ça fait un peu série policière, c'est en dents de scie. Bon, là, faut vraiment regarder en étant fan de Marvel. Et puis bon, du coup, Anthony Mackie, le faucon, hein, qui devient officiellement Captain America dans cette série. Bon, voilà, Captain America 4, sans Chris Evans, porté par Anthony Mackie, qui n'a pas le même charisme, hein. Oui, alors on va apercevoir Bucky Barnes, rapidement, alias le Soldat de l'Hiver, dans le film. Bon, leur rencontre, t'es content, tu vois, ils se voient, voilà, ils parlent et tout. Puis bon, comme quasiment la plupart des films Marvel, cette espèce de tension un peu dramatique que certaines scènes peuvent susciter, c'est tout de suite, ça tombe tout de suite à l'eau par des blagues à deux balles. Et puis c'est le cas ici, entre les retrouvailles, hein, finalement, entre Bucky et Anthony Mackie. Bon, ouais, c'est pas désagréable à regarder, ça dure 1h30, mais t'as l'impression que c'est un épisode pilote d'une série en fait, quoi. T'as l'impression presque, oui, c'est un peu l'épisode final de la série Captain America et le Soldat de l'Hiver, et c'est là tout le problème de ces films-là, quoi. Déjà, pour comprendre, il faut en avoir vu je sais pas combien, les séries, pareil. Bon, par contre, celui qui m'a relativement agréablement surpris là-dedans, c'est Harrison Ford, parce que bon, voilà, c'est un papy maintenant, hein, il se fait plus tout jeune. Tu vois bien que oui, sur certaines scènes, quand faut courir et tout, il a un petit peu de mal, mais je pensais pas le voir autant à l'écran. Je pensais pas non plus qu'il allait être relégué au rang de personnage secondaire, mais non, il fait vraiment partie de l'intrigue, et on le voit pas mal, hein, quand même, tout le long du film. Et puis ça va, il est quand même relativement crédible en tant que Général Ross, hein, qui est devenu donc dans le film finalement président des États-Unis. Donc Général Ross qui était incarné par l'acteur William Hurt, hein, dans le film de 2008, qui je pense aurait bien repris son rôle, mais malheureusement l'acteur est décédé depuis, ce qui a engendré du coup le fait d'être remplacé par Harrison Ford. Bon, ça reste un bon divertissement, ce Captain America 4, bien qu'un petit peu mou. Quand même, c'est un peu avare quand même en scène d'action. Quand il y a des scènes d'action, il n'y a rien d'extraordinaire. Oui, ça va, c'est divertissant sur le moment. Mais oui, c'est oubliable. Et le problème, pour suivre un peu l'histoire, il faut avoir vu déjà tous ces films, toutes ces séries. Donc voilà les gars, avis aux amateurs du MCU. S'il y en a parmi vous, je pense que vous l'avez déjà vu. Mais pour les autres, vous pouvez zapper, c'est complètement oubliable, hein. Autre film, Osef, Death of Unicorn, avec Jenna Ortega, l'actrice qui incarne Mercredi dans la série Netflix du même nom. D'ailleurs, la saison 2 arrive cet été. J'aime bien Jenna Ortega, oui, globalement. Je l'ai bien aimé. Mercredi, là, elle est accompagnée par Paul Rudd, qui va faire son père. On retrouve Théa Leoni.
Putain, ça faisait des milliards d'années que je l'avais pas vu dans un film. Théa Leoni qui était dans un... Je sais plus, c'était dans Bad Boys 1 ou 2. Et puis dans Jurassic Park 3, l'espèce de blonde. Et dans Deep Impact, aussi un film catastrophe avec un météorite. Bon film, hein, celui-là, le Deep Impact, hein, je vous le recommande. Il est de 98, je crois, de mémoire. Donc en gros, l'histoire, eh ben, c'est Jenna Ortega qui est dans une bagnole avec Paul Rudd pour aller rencontrer... ouais, un couple de milliardaires dans une maison bourgeoise. Et sur la route, eh bien, ils vont percuter une licorne. Jenna va toucher sa corne et va commencer à avoir des visions. Et puis Paul Rudd, lui, il a une excellente idée que de ramasser la licorne et de la foutre dans le coffre de la bagnole. Et puis d'aller à son rendez-vous finalement chez les bourgeois. Et après, finalement, il va pas se passer grand-chose dans le film parce que je dirais pas que tout va se passer en huis clos dans la maison, mais pas loin. Franchement, pas loin, et il y a un côté un peu théâtral, mais théâtral malaisant. C'est pas très bien joué, les dialogues, c'est pas génial. Tu sens vraiment que c'est le film popcorn pour ados, qui est porté sur les épaules de Jenna Ortega, parce que elle, auprès des ados, elle est assez réputée quand même, mais sinon, alors, si quand même, ouais, ça reste Osef, mais le film prend une tournure un peu horrifique, hein. D'ailleurs, justement, elle aime bien, et puis voir Théa Leoni et Paul Rudd dans ce genre de production, ouais, c'est un peu à contre-pied, donc limite, si vous le regardez, ça peut être intéressant, mais rien que pour ça, parce que, ouais, on va dire le dernier tiers, le dernier quart, oui, le film prend une tournure un peu fantastique, horrifique, hein, je vais pas en dire plus que ça pour pas spoiler. Bon, les gars, si vraiment il y a une soirée où vous avez vraiment rien à foutre, pourquoi pas, en scrollant sur votre téléphone, ça fera un petit bruit de fond, vous augmenterez votre attention pour le final, qui sera divertissant sur le moment, mais là encore, un film parfaitement oubliable. Cinquième œuvre que je vais citer dans cette vidéo, In the Lost Lands, par ce bon vieux Paul W.S. Anderson. Je vois que le film, apparemment, il s'est fait étrier. Il est sorti rapidement, même en VOD. Alors j'avais vu le trailer passer, hein, donc c'est avec Dave Bautista et puis Mila Jovovich, hein, qui est la femme de Paul W.S. Anderson. Hein, d'ailleurs, il la fout dans chacun de ses films maintenant. Alors après, la saga Resident Evil, Monster Hunter, tout ça, voilà, In the Lost Lands, qui va raconter l'histoire de Graelis, une sorcière, interprétée donc par Mila Jovovich, dans une espèce de monde à la Mad Max, un post-apo. Et elle va se mettre en quête d'une espèce d'humain hybride, hein, de créature. Elle va rencontrer Dave Bautista, qui est une espèce de chasseur de primes, guide touristique, et qui va lui dire: oui, je sais où est-ce que ce gars que tu cherches, il habite dans telle contrée, mais alors attention, hein, c'est hyper dangereux pour y aller. La route va être périlleuse, et puis le film ça va être ça va être un road trip à travers des Badlands. Et puis Mila Jovovich, vu que c'est une sorcière, il y a un côté un peu ecclésiastique. Elle va avoir les soldats de l'église au cul. Bon, c'est du Paul W.S. Anderson. L'histoire, enfin pour le peu qu'il y en a, hein, c'est incompréhensible. Il y a des séquences, mais alors parce que des fois Mila Jovovich, elle a pour particularité qu'elle peut rentrer dans l'esprit du gars qu'elle a en face de lui, et puis le manipuler un peu. Et à un moment, elle rencontre une espèce de monstre, et elle simule le fait qu'elle le brûle. Voilà, mais tout ça, c'est dans l'esprit du monstre. Ah, ok, mais oui, mais dans IRL, il brûle réellement. Voilà, alors que normalement elle a pas de pouvoir magique, si ce n'est que de rentrer dans la tête de la créature et lui dire: regarde, je t'envoie des flammes à ta gueule, tu vas brûler. Bah oui, mais voilà, comment il brûle comme... Enfin bon, il y a plein d'incohérences comme ça. La fin, mais tu comprends rien. Parce qu'en fait, il y a des mecs qui viennent voir Mila Jovovich pour faire des vœux. Limite, elle est tenue hein, d'exaucer ses vœux, c'est une espèce de génie. Bon, alors le scénar, mais c'est ni fait ni à faire, c'est vraiment écrit avec le cul. Après, l'interprétation de Mila Jovovich, c'est un peu la même, hein. Tu prends Resident Evil, enfin bon, oui, elle a toujours un peu le même jeu d'actrice. Dave Bautista, il s'en sort à peu près. Peut-être celle qui est le plus à fond, c'est l'espèce d'inquisitrice, là, la tête des soldats ecclésiastiques. Voilà, d'ailleurs, hein, l'introduction du film, c'est une confrontation entre elle et Mila Jovovich. Donc, c'est peut-être celle qui est le plus à fond dans le film. J'ai bien aimé l'ambiance, par contre. Alors, il y en a qui disent: ouais, la photo est dégueulasse et tout. Bon, ça sera au ressenti de chacun, mais j'ai bien aimé l'ambiance. En fait, ça faisait un peu genre western, tu vois, western post-apo, avec toujours cet effet un peu crépusculaire. Bon, sinon, il y a les scènes de combat, enfin, ouais, t'as l'impression que c'est des cinématiques de jeux PS3, PS4, il y a certains fonds verts, c'est vraiment dégueulasse. Mais je sais pas, mais tu vois, c'est Paul W.S. Anderson, je sais pas, j'arrive pas à le détester, ce mec-là. Chaque fois, il nous pond des merdes, il nous pond des nanars, et puis...
Bah, moi je trouve ça divertissant, voilà, c'est peut-être moins oubliable finalement que le Cap 4 ou le Death of Unicorn. On passe peut-être un meilleur moment devant son film que cela finalement. Ça sera peut-être plus rigolo, plus nanar, hein, oui c'est du nanar moderne. Bon les gars, voilà, vous savez que ça existe. Moi j'ai relativement bien aimé, hein, voilà, malgré quelques petits problèmes de rythme, un scénario écrit avec le cul, mais franchement, si, regardez la bande-annonce, et si jamais vous aimez bien la photo, que t'aimes bien du coup cet aspect crépusculaire, et puis que cette espèce de road trip dans un monde post-apo, ça te parle bien, tu peux te laisser tenter, t'es pas à l'abri de passer un relatif bon moment. On va parler maintenant de Mickey 17, réalisé par Bon Joon-ho, celui qui avait fait Parasite, qui avait été primé, je crois, au festival de Cannes, j'ai pas vu. Parasite, Mickey 17, qu'est-ce que c'est? C'est un film de science-fiction où il y a Robert Pattinson dedans, qui au début du film, voilà, il va être sur Terre, et puis il aura emprunté de l'argent à des mafieux qu'il ne pourra pas rembourser, donc il est dans la merde, hein, voilà, ils veulent sa peau, ils veulent le buter. Et il y a un espèce de député véreux qui a loupé sa carrière, qui est incarné par Mark Ruffalo, qui cabotine à mort dans le film, il est rigolo. Et en fait, il a organisé une espèce d'expédition spatiale pour aller coloniser une planète assez lointaine, et notre bon vieux Mickey, donc interprété par Robert, n'a pas le choix que d'essayer de quitter la Terre, hein, parce que sinon il est mort. Le problème c'est que pour rentrer dans le vaisseau, les places sont comptées, beaucoup de gens veulent se barrer, veulent redémarrer une nouvelle vie, donc c'est très très compliqué, mais il y a un job que personne veut, et c'est, on va dire, le job de monsieur à tout faire, le job d'éclaireur, où en gros tu vas crever en boucle. Donc en fait, Robert, lui, il va venir, il va dire j'ai pas le choix, j'accepte le job. Au niveau, là, enfin les nanas qui remplissent les formulaires, t'es sûr? T'es sûr? T'es vraiment sûr, hein, parce qu'il y a personne qu'en veut, hein. Oui, Pierre, t'as une nana spéciale qui arrive et tout, voilà, elle le scanne, voilà, on te clone, hein, très important, tu bouges pas, hein, parce que quand tu vas crever, voilà, il faut que on puisse te ressusciter finalement tel que t'es, et le début du film, il démarre sur une espèce de planète de glace, et Robert Pattinson va tomber dans un gouffre, il va se casser les jambes, enfin en gros voilà, il en a pas pour très longtemps, et il y avait le gars qui l'accompagne, ah ouais, ça va Mickey? Ah ouais, vas-y renvoie-moi ton arme, de toute façon c'est pas grave, on va te ressusciter, on se voit ce soir, hein, on bouffe ensemble, hein. Parce qu'il y a des espèces de créatures qui arrivent, et puis ils vont le bouffer tout simplement. Et donc le gars récupère l'arme de Mickey, et il rentre au vaisseau, et les créatures arrivent, et ne bouffent pas Mickey. Et Mickey, voilà, c'est le premier surpris, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, il essaye, malgré ses jambes cassées, voilà, ou sa cheville cassée, de rentrer en boitant au vaisseau, et il y parvient, et là, il va rencontrer, finalement, son clone, Mickey 18, et là, le gros problème, c'est qu'ils n'ont pas le droit d'être clonés, et ça, le sénateur député qui est Mark Ruffalo, je crois même que c'est lui qui a inventé la règle, hein, puisqu'il est pas très pour ces clones, hein, mais finalement ils sont indispensables pour, par exemple, dès qu'ils sont arrivés sur la planète de glace, allez Mickey, tu mets le pied en premier, s'il y a des maladies, des virus, tu vas les choper, tu vas crever, mais c'est pas grave, comme ça on va pouvoir préparer les remèdes et les vaccins, c'est exactement ce qui se passe, mais il y a une règle que s'il y a un mec qui est cloné et qui est vivant avec son clone, en fait t'as un jumeau, les deux doivent disparaître, et on efface, voilà, on prend le programme et on efface carrément le fichier informatique, et le mec n'existe plus. Bon les deux vont se rencontrer, et alors moi le truc qui m'a un peu sorti du film, un peu beaucoup même sorti du film, c'est que Mickey c'est un peu le bonnet de service, tu vois, c'est un peu l'idiot du village, c'est le gars sympathique mais qui est pas très futé, mais par contre Mickey 18 il a une personnalité assez différente et beaucoup plus vénère, alors que je rappelle c'est censé être un clone. Donc du coup il va parler à Mickey 17, et puis limite il va lui donner des ordres, il va essayer de le contrôler et tout, alors qu'ils sont censés être des jumeaux. Donc cet aspect là du film, du scénario, ça m'a un peu sorti. Voilà, je vais pas en dire plus parce que je veux pas spoiler, là je vous ai posé le contexte, je suis un peu rentré en détail dans le synopsis, mais vraiment j'ai bien aimé, hein, c'est vraiment cool. Et ça sera vraiment un bon film que je vais vous recommander, c'est de la science-fiction assez originale, c'est bien réalisé, le pitch est plutôt original. D'ailleurs, je suis en train de jouer actuellement à Revenge of the Savage Planet, qui est la suite de Journey to the Savage Planet, que j'avais fait à l'époque dans le Game Pass, qui est un jeu canadien complètement loufoque, avec un humour complètement barré. Et du coup, oui, ce Revenge of the Savage Planet, ça me rappelle un peu
ce concept de Mickey 17, puisqu'on va incarner un personnage voilà, qui va arriver sur une planète inconnue et qui va devoir aller explorer, trouver des ressources pour pouvoir survivre. Et puis tu te doutes bien qu'on va crever en boucle et puis on va réapparaître sous forme de clone. Donc finalement Mickey 17, on n'est pas loin d'un scénario aussi de jeux vidéo comme les par exemple Revenge of the Savage Planet. Donc c'est un bon film, j'ai bien aimé, je vous le recommande, avis aux amateurs. Bon, alors tu pensais que Death of a Unicorn et Lost Lands allaient être les pires films de cette vidéo? Eh ben c'est mal me connaître, puisque maintenant je vais vous parler de G20. Oh putain, celui-là. Alors c'est réalisé par Viola Davis, qui joue aussi dans le film, elle va incarner la présidente des États-Unis, qui va aller à un colloque du G20, hein, avec les 19 autres présidents les plus puissants de la planète. Et puis ça va mal se passer, il va y avoir une prise d'otage, mais ils vont capturer 19 dirigeants, sauf elle, hein, Viola Davis, évidemment, qui est une ex-marine, et ça va être Die Hard après. C'est un scénario à la Die Hard, prise d'otage, et puis va falloir qu'elle aille libérer du coup ses homologues présidents. T'y crois pas une seconde. Putain, mais c'est... Oh là là. C'est... Alors elle, mais enfin je sais pas, c'est son film, hein. Elle incarne le président, mais enfin je sais pas, elle y croit pas. Son interprétation, c'est zéro crédible. Les scènes d'action. Putain, à un moment, je crois à ce fight avec des mecs dans un parking. Il y en a un qui se relève, elle lui met un coup de coude. Mais t'y crois pas une seule seconde. C'est nul à chier. Alors, des clones de Die Hard, il y en a eu. Hein, des trucs merdiques. Il y en a eu. D'ailleurs, G20, il me rappelle, c'est White House Down, hein, avec ce bon vieux Channing Tatum, et réalisé par Roland Emmerich, hein, que j'adore, qui était lui aussi un clone de Die Hard, mais qui était rigolo. Voilà, celui-là, c'était rigolo, ça se laisse regarder. C'était sympathique. Puis tu sais, tous les espèces de nanars, là, Olympus Fallen, tout ça, avec notre bon vieux Gérard. Les gars, G20, c'est pire. Parce que au moins, ces films-là, ouais, tu sais, t'as Gérard, tu sais que tu vas passer un bon moment avec Gérard Butler, même si le film, il est naze. Voilà, avec tonton Gérard, tu sais qu'on va s'amuser, toi, c'est un espèce de Van Damme moderne, tu vois, il est rigolo, puis le Shining Tattoo, ouais, dans l'espèce de course-poursuite, dans la limousine du président, enfin, sur la pelouse de la Maison Blanche et tout, mais c'est n'importe quoi, mais au moins c'est rigolo, tu passes un bon moment, et c'est ça le problème de G20, c'est que ça se prend au sérieux, et c'est nul à chier, quoi, franchement, mais les gars, ne perdez pas votre temps. Alors, limite peut-être, le seul intérêt de regarder cette merde, c'est qu'en fait le chef des terroristes va être incarné par Anthony Starr. Et si tu regardes la série The Boys, eh bien c'est un nom qui ne sera pas inconnu, puisque c'est lui qui incarne le protecteur, hein, je crois que c'est le protecteur Homelander, hein, en anglais. Oui, alors là putain, on fait l'interprétation de Tony Starr dans le rôle de Homelander. Ouais, là c'est du high level, hein, plus tard. J'ai pas vu les dernières séries de The Boys, j'ai regardé jusqu'à la saison 3. Mais ouais, t'as Anthony Starr en Homelander en face de toi, t'as pas envie de déconner, quoi. Et donc là, du coup, tu le vois dans un rôle... alors, là où il fait un vrai méchant, hein, parce que le Homelander, en fait, c'est un méchant, mais avec un masque de gentil, mais en fait, c'est un gros enculé, tu vois. Et dans G20, c'est un peu la même chose, sauf que là, il est à visage découvert. Donc, voilà, le seul intérêt de ce film, finalement, c'est de retrouver Anthony Starr dans un registre un peu différent, mais les gars, voilà, sinon, passez votre chemin, ce film est une merde absolue. 8ème œuvre que je vais citer dans cette vidéo, et oui, on n'a pas fini, hein, mais vous inquiétez pas, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Alors là, on va parler de Novocaine, avec ce bon vieux Jack Quaid, lui aussi issu de la série The Boys. Jack Quaid qui va incarner un banquier, il va avoir une petite vie tranquille, il va y avoir une nana, une nouvelle recrue qui va arriver au sein de sa banque, hein, il va développer une relation avec elle, et puis à un moment il va y avoir des terroristes qui vont arriver pour voler l'argent, une prise d'otage, et ils vont capturer la fille et l'emmener avec eux. Alors notre bon vieux Jack Quaid en bon samaritain, ah non, tu vas pas emmener ma nouvelle copine, alors déjà que j'ai une vie qui est pas bien passionnante. Ah bah non, tu vas pas me chourer ma copse comme ça en un claquement de doigts. Alors le gars, il a une particularité, c'est qu'il ne ressent pas la douleur. Alors je me suis dit, ah ouais, ça va donner lieu à des situations, ça va être rigolo. Ouais, mais je suis un peu resté sur ma faim, quoi. J'aime bien Jack Quaid, il a une bonne gueule. D'ailleurs, la fille, elle est interprétée par... Ah, j'ai oublié son nom, je crois. Oui, je crois que c'est Amber Midthunder, un truc comme ça. En fait, c'est la nana qui jouait dans Prey, dans le film Predator. Parce qu'au début, je la regarde, la meuf, j'ai dit, oh, sa tronche, je l'ai déjà vue. Voilà, pendant qu'on regardait le film, je prends mon téléphone,
Voilà, je tape son nom sur Google. Prêt. Ah oui, ok, alors dans Prêt, ouais, tiens, la carnée l'indienne, hein, bah, qui a affronté le Predator, donc pas la faire chier, tu vois. Puis bah là, tu la retrouves dans ce film où finalement elle joue une nana lambda, elle se fait kidnapper et tout. Ouais, enfin bon, voilà, c'est du cinéma, mais quand même. Oui, c'est le grand écart. Hein. Et notre bon vieux Jack Wade va se lancer à la poursuite, eh bien, de ces méchants, de ces bad guys. D'ailleurs, il y en a un d'entre eux, je crois, c'est le chef. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est le fils de Jack Nicholson. Parce que quand j'ai vu l'acteur, j'ai dit, mais attends, sa gueule me dit quelque chose. Et j'ai vu son nom au casting, Nicholson. Ah, je sais plus comment il s'appelle, son prénom, j'ai oublié. Je tape, je regarde, et oui, c'est le fils de Jack Nicholson. Donc tu vois, oui, à niveau casting, c'est pas trop mal. Mais dommage, le film va pas au bout de son concept. Alors il va y avoir des situations assez saugrenues parce que bah, notre bon vieux Jack Wade, il va pas ressentir la douleur. Et à un moment, il va se faire pécho par un terroriste qui va le torturer. Et il va lui faire tout un tas de saloperies, c'est comme lui arracher les ongles et tout. Enfin, tu vois ça, tu dis putain, mais là, mais tu pèteras un câble, tu seras à sa place, tu pèteras un câble. Puis lui, il simule. Oui, j'ai mal. Ah, vas-y, s'il te plaît, pitié, arrête. Et il fait semblant d'avoir mal et tout. C'est assez rigolo, c'est assez cocasse, mais c'est pas très bien joué en fait. T'es pas dedans, c'est pas crédible. C'est dommage parce que le pitch de base, l'histoire, le synopsis. Je pense qu'il y avait matière à faire un truc vraiment rigolo, tu l'auras compris, c'est un film qui se prend pas au sérieux, mais je sais pas, ça tombe à l'eau parce que justement c'est peut-être un peu trop potache, un peu trop pantalonnade, et en fait c'est une comédie qui aurait dû être un petit peu réaliste quand même, tu vois, puis c'est pas le cas. Ouais, c'est vraiment la comédie qui saute à deux pieds dans la catégorie nanar, mais nanar pas forcément drôle ou fun. Bon, les gars, maintenant vous savez que ça existe, s'il y en a parmi vous qui l'ont vu, exprimez-vous en commentaire. Alors si jamais vous avez une soirée à meubler, pourquoi pas, mais vous verrez, c'est pas forcément inoubliable. Et surtout, moi perso, ouais, je suis resté sur ma faim. Parlons maintenant d'Astérix, une paire d'Astérix, puisque j'ai osé regarder Astérix et l'Empire du Milieu, le film de Guillaume Canet. Voilà, il arrive en VOD, on avait une soirée avec Nina où on n'avait pas spécialement de film à regarder. J'ai dit bon allez, ouais, par curiosité malsaine, bah c'est pas si pire que ça. C'est pas si pire que ça. Oui, ça vole pas haut, Guillaume Canet en Astérix. Surtout, c'est quand il boit la potion, puis qu'il a l'espèce de fumée qui sort par le nez. Ouais, c'est chaud. Gilles Lelouch, ça passe. En Obélix, oui, ça passe. Bon, après, t'as Zlatan en soldat romain. Il y a Vincent Cassel en César, ouais, ça passe. Marion Cotillard en Cléopâtre. Heureusement, on la voit pas beaucoup, elle. On la voit genre 3 minutes dans le film. 3-4 minutes avec cabotine de ouf. D'ailleurs, elle trompe César avec... c'est Florent Manodou, je crois. C'est rigolo, enfin, c'est le film, du copinage, quoi. C'est, allez, tiens, on va faire venir un tel, puis en plus, voilà, c'est des têtes d'affiche, ça va faire venir du monde, mais franchement, niveau scénario, je m'attendais à pire, hein. Et finalement, je crois même que je l'ai préféré à celui d'avant, la merde. Ils sont chez les Anglais, là, avec Valérie Lemercier et tout, là. Oh, j'ai oublié, je crois que c'est celui-là, le pire film Astérix, hein. J'ai oublié son nom, tellement c'est une merde. Mais finalement, celui de Guillaume Canet, oui, je m'attendais à ce que ça soit le pire. Et puis en fait non, oui je pense que chez les Anglais, ouais, celui-là, ouais, pour moi c'est vraiment le pire. Donc ça se laisse regarder, c'est pas génial, c'est pas exceptionnel, c'est vraiment pas ouf. Bon oui, ça a à moitié bidé, voire même complètement bidé. Au cinéma, hein, normalement les films Astérix, ça dépasse les 10 millions d'entrées, là elle en a fait je crois 4 millions et demi. Bon il y a aussi une fatigue, hein, bah oui, de tous ces films Astérix. Live, bah oui, avec tous ces acteurs qui font venir leurs copains, enfin, tu sens vraiment trop le côté copinage du cinéma, et puis bon, bah le scénario c'est écrit avec le cul, bah tu fais venir des mecs qui sont pas forcément des acteurs, voilà, chevronnés. Ah oui, il y a machin, là, il y a Joko là-dedans, ouais, Jonathan Cohen. Bon, alors lui, je le connais pas spécialement, mais ouais, j'avais déjà vu 2-3 trucs. Avec lui, là tu le vois avec une perruque de Gaulois, mais t'y crois pas une seule seconde. Ouais, autant Canet. Le louche c'est bien, mais ça sera peut-être le seul. Hein. Ouais, parce que les autres, ouais, vraiment, ça vole pas haut. Mais, ouais, je le dis, je le répète, je m'attendais à pire. On l'a quand même regardé jusqu'au bout. Par contre, maintenant, eh bien, je vais vous parler de la série Netflix, Le Combat des Chefs, avec le grand retour
d'Alain Chabat à la réalisation, ah bah là oui c'est pas le même niveau, puisque déjà bon bah la qualité de la réalisation de l'animation n'a rien à envier au film de Alexandre Astier que j'avais bien aimé, hein. Il y avait le, je sais plus la potion, oh je les ai vus, j'ai oublié leur titre, mais je les ai vus, hein, les longs métrages de Astérix là, d'Alexandre Astier, que c'était cool, et là bah le retour de Chabat avec son petit côté absurde, donc la série s'étale sur 5 épisodes, alors... J'ai bien aimé la série, j'aime bien hein, les nuls, l'humour à la Chabat, tout ça, oui, bien sûr. J'adore Astérix, Mission Cléopâtre, hein, qui est, je trouve, le meilleur film Astérix. Mais là, alors il y a deux trucs. Il y a deux trucs qui m'ont sorti un petit peu de la série. Alors c'est pas très long, hein, c'est 5 épisodes qui font, je sais plus, 30 minutes. Chacun, donc ça se regarde assez facilement, ça glisse bien. Le problème pour moi c'est le deuxième épisode qui se consacre exclusivement à la jeunesse d'Astérix et Obélix. Alors tu les vois, ils sont tout petits, c'est rigolo, bah tu t'apprends comment, le pourquoi du comment Obélix est tombé dans la marmite de potions magiques quand il était jeune. D'ailleurs on le voit aussi hein, dans le film de Guillaume Canet, hein. Donc il y en a qui disent oui c'est la première fois qu'on voit le pourquoi du comment Obélix est tombé dans la marmite. Bah non, ce qu'il montre aussi dans le film à Canet, même si la situation elle est un petit peu différente, donc ouais j'ai bien aimé ce flashback, mais ça dure trop longtemps, ça dure le temps d'un épisode complet, donc tu sens que ils ont fait ça peut-être pour étirer un petit peu, mais ça limite, admettons, tu vois, parce que oui, du coup pour moi la série elle a des petits problèmes de rythme, même si finalement 5 épisodes de 30 minutes ça se regarde vite, ça se regarde bien, mais ouais cet épisode 2 je l'ai trouvé un petit peu long, pas forcément bien rythmé, mais oui nécessaire pour le reste de l'intrigue, mais je pense que il n'y aurait pas eu besoin réalistement d'un épisode complet pour raconter ce qu'il y avait à raconter. Mais alors, moi, ce qui m'a dérangé le plus, c'est le doublage. Et apparemment, des critiques que j'ai vues de cette série, c'est un problème qui revient. Enfin, c'est un problème. Ouais, je sais pas si on peut dire que c'est un problème, mais c'est souvent un défaut, un reproche qui est formulé. Alors, par exemple, on a Alain Chabat qui fait Astérix. Bon, Alain Chabat, c'est un bon doubleur, il n'y a pas de problème, c'est crédible et tout, mais... je sais pas, Alain Chabat, il a pas une gueule pour être Astérix. D'ailleurs, dans son film, il faisait César. Limite, il aurait fait la voix de César. Bon, admettons. La voix de César, d'ailleurs, elle est bien. Voilà, c'est peut-être une des rares qui est bien. Il y a la fille aussi, là, qui mandate, là, pour aller préparer l'espèce de village, là. Je sais plus comment elle s'appelle. Bon, voilà, là, cette fille-là aussi, ça va. Mais Alain Chabat, en Astérix, ça va, tu sais, au niveau de son intonation. Enfin, il est crédible, tu vois, mais je sais pas, ça marche pas. Tu vois Alain Chabat en fait, pendant qu'Astérix y parle, et puis on est loin de Roger Carrel, hein, putain, ouais, et puis Pierre Tornade, hein, putain, Pierre Tornade en Obélix. Alors là, c'est Gilles Lelouch hein, qui reprend le rôle d'Obélix, ça passe aussi, tu vois, mais Gilles Lelouch, autant en IRL, dans le film, ça marche, ça passe. Tu vois, il est là, tu le vois physiquement, mais là, tu vois du coup Obélix, qui est modélisé tel qu'on le voit dans la BD, avec la voix de Gilles Lelouch. Pierre Tornade, il le faisait, mais parfaitement bien. Voilà, dans les bons vieux dessins animés Astérix. Pierre Tornade, il avait une espèce de bonhomie que n'a pas Gilles Lelouch, quoi. Donc, c'est pas que c'est un problème d'interprétation, mais ça manque peut-être un peu d'audace, tu vois, je sais pas. Mais le pire pour moi, c'est Panoramix, quoi, interprété par Thierry Lhermitte. J'adore Thierry Lhermitte, j'aime bien Thierry Lhermitte, c'est un bon acteur. J'aime bien sa voix et tout, y a aucun problème, mais là, ça march pas. Ça marche pas, quoi. Je veux dire, déjà sa voix elle est trop jeune, même si Thierry Lhermitte il a un certain âge maintenant, mais sa voix elle reste trop jeune pour. Il aurait fallu une voix un peu plus. D'une personne un peu plus âgée. Pierre Richard par exemple. Pierre Richard qui a incarné. Oui, Panoramix, justement, je crois, dans le film de Canet. Pierre Richard, ça aurait été, je pense, un meilleur choix d'acteur. Pour la voix, hein, pour incarner la voix de Panoramix dans le film. Bon, sinon c'était bien, hein, voilà, c'est super bien fait, c'est super bien réalisé. Il y a des blagues, il y a des blagues qui sont quand même assez rigolotes. Alors il y en a un, il s'appelle Sucette à l'anis. Voilà, un Gaulois. Mais il y a des Gaulois qui sont des vendus et qui sont passés à la solde de Rome. Et donc ils ont transformé leur nom, ils ont remplacé Is par Us. Donc Sucette à l'anis. Voilà, hein. Oui, non, tu te prononces pas ton nom en mode romain, hein. C'est bon, ça va, merci. C'est rigolo, ouais, non, il y a quelques... c'est l'humour potache, hein, l'humour un peu absurde de Chabat, et ça passe bien, hein, ça, de ce côté-là, ça passe bien. Donc oui, franchement, non, c'est une bonne série, les mecs, hein. Voilà, là, ce que j'ai dit concernant les doublages, bon, c'est que mon avis, ça n'engage que moi. Peut-être que vous aurez pas cette espèce de mur entre vous et l'œuvre, hein, finalement, qui va interférer. Mais oui, évidemment, c'est une œuvre que je vous recommande. Les blagues marchent, c'est bien réalisé et vous allez passer un bon moment en famille. 10e œuvre de cette vidéo. Et oui, déjà, on va parler d'un jeu vidéo adapté
Au cinéma, on va parler de Minecraft. Alors attention, Minecraft, je n'y connais absolument rien. Si j'ai testé le jeu, mais ça devait être genre vraiment 2-3 minutes, c'est pas un jeu qui m'attire, hein. Cette espèce de jeu bac à sable, on construit des trucs et tout. Alors je sais que c'est un jeu qui cartonne, c'est un jeu qui a ses fans. Peut-être, alors, vous jouez à Minecraft, je sais pas. Vos enfants, oui. Par contre, ça c'est peut-être beaucoup plus plausible. Bon bah Minecraft, y a pas de scénario, hein, en gros, ou alors c'est les joueurs qui vont bâtir leur propre monde. Enfin Minecraft, en gros, c'est un jeu de Lego moderne, quoi. C'est les Lego en jeu vidéo, donc en fait c'est aux joueurs de se bâtir son propre univers, sa propre histoire et tout. Et je me dis, mais comment ils vont adapter ça en film? Alors, dedans, il y a Jack Black, qui est la tête d'affiche, qui cabotine. Mais ouais, par contre, moi, Jack Black qui cabotine, ouais, moi je dis oui, hein, parce que bah, le gars il a du talent. On retrouve Jason Momoa aussi. Alors lui quand il cabotine, c'est autre chose. Attends, il a fait un film, oh, il y a pas longtemps, là, il y a 2-3 ans. J'ai oublié le titre, tellement c'était nul, tellement c'était mauvais. Je vais essayer de vous retrouver, puis vous mettre une annotation. C'était mais nul à chier. Je crois que c'était l'an dernier, hein, c'est pas très vieux. Alors là, c'est pareil, il cabotine de ouf, mais je l'ai trouvé sympathique parce qu'en fait, bah, le mec, il incarne une ancienne légende du jeu vidéo. Puisque en 1989, c'était le champion du monde d'un jeu vidéo qui était sorti à l'époque, qui était en vogue. Et d'ailleurs, le gars, en fait, c'était une espèce de beat'em all. Il avait inventé une technique, il pouvait prendre les mecs et les jeter dans la poubelle. Donc du coup, son surnom, c'est devenu la poubelle. Et le gars, c'est devenu un boomer total dans le futur où on est. Au moment du film, c'est devenu un has-been qui a une espèce de boutique. Ah, franchement, mais t'as envie d'y aller dans sa boutique parce que c'est une boutique d'antiquaires, de boomers des années 80. Tu vois plein de vieilles télé des années 80, des CRT qui seraient parfaits pour jouer à la NES. Et surtout, on voit Rob. On voit Rob le robot, il est sur son comptoir, on l'aperçoit rapidement. Donc grosso modo, c'est Jack Black qui veut rentrer dans une mine. Il peut pas, étant gamin. La route lui est barrée par un vieux mineur et les années passent. Jack Black devient adulte et il arrive finalement à franchir ce vieux mineur qui est toujours là, hein, qui a pas pris une ride lui. Et dans cette mine, il trouve un espèce d'artefact, il active un portail et il se retrouve dans le monde de Minecraft. Il se retrouve bloqué ensuite dans le monde de Minecraft puisqu'il va se faire capturer par des autochtones locaux. Et quelques années plus tard, donc Jason Momoa avec alors la fille c'est Emma Myers, qu'on voit d'ailleurs aussi dans la série Mercredi Adams, et son frère, alors qu'il a, ouais, je sais pas, je connais pas son nom, j'ai pas fait attention, c'est peut-être un de ses premiers films d'ailleurs. Donc toute cette petite bande, Jason Momoa puis les deux gamins, vont se retrouver finalement à l'intérieur de l'univers Minecraft. Rapidement, ils vont retrouver Jack Black, et là, ça va donner lieu à un petit film d'aventure familial, mais assez créatif, hein, franchement. J'ai trouvé ça divertissant. Graphiquement, c'est très coloré, on reconnaît bien l'univers Minecraft. Alors, je sais pas si les fans du jeu vont crier à l'hérésie, ou alors si jamais ça a plu. Apparemment, par contre, les gosses, ils étaient hystériques au cinéma. Le film a cartonné, d'ailleurs, je crois qu'il a dépassé le milliard, donc il y aura très certainement une suite. Mais franchement, les mecs, ne connaissant rien à l'univers du jeu, j'ai trouvé qu'ils s'en sont plutôt bien sortis. Au niveau scénario, ils ont proposé quelque chose d'assez cohérent et ils sont partis justement sur cette base de la créativité. Voilà, Minecraft, c'est la créativité. Et finalement, un peu le scénario du jeu va se baser autour de ça. Puis retrouver cette espèce d'équipe de bras cassés en tant qu'équipe d'aventuriers dans ce monde de Minecraft. Et j'ai trouvé ça rigolo. Ouais, j'ai passé un bon moment, c'était divertissant. Donc les gars, voilà, si vous êtes un vieux boomer comme moi, puis que oui, le film Minecraft, il t'en touche une sans bouger l'autre, mais que t'as tes gamins à tout hasard qui te cassent les couilles pour le regarder, tu peux tenter. Parce que franchement, je peux pas dire que j'ai passé un moment déplaisant, c'était plutôt agréable à regarder, donc vous l'aurez compris, et je vais vous le recommander les gars, c'était plutôt sympa. Bon les gars, vous inquiétez pas, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, il reste 3 films que je vais évoquer dans cette vidéo. Il y en a, c'est peut-être pas des chefs-d'œuvre, mais franchement, ils sont super fun. Alors, c'est pas le cas de celui-là, puisqu'on va parler de Last Night in Soho. Et oui, je l'avais pas vu celui-là, et j'ai rattrapé mon retard. Donc, réalisé par Edgar Wright, un réalisateur britannique, oui, plutôt talentueux. Et dedans, on retrouve Anya Taylor-Joy, qui est... ouais, franchement, c'est une bonne actrice. C'est peut-être même une des meilleures actrices de sa génération. Et donc, ça va raconter l'histoire d'une petite, alors je dirais pas paysanne, mais une nana qui veut aller faire ses études en ville. Je crois que elle va arriver à Londres, et puis donc c'est dans les années, je
90 ou 80, je ne sais plus. Donc elle va arriver à l'université à Londres, et puis dans le campus, elle va être en coloc avec une de ses collègues de classe, mais elle va se rendre compte que oui, le courant, ça passe pas, hein, parce que l'autre c'est un peu une mégère, c'est un peu une pain-bêche. Et donc elle a décidé de se barrer et d'aller louer une chambre. Voilà, donc elle va aller louer une chambre dans la maison d'une vieille, et en s'installant dans la chambre, en dormant dedans, elle va avoir des visions d'une jeune femme qui a à peu près son âge, dans le passé, ouais, dans les années, peut-être les années 30, hein, ouais, donc oui, au moins plusieurs décennies auparavant, et du coup, cette incarnation de jeune femme des années 30 va être interprétée par Anya Taylor-Joy, qui fera tout pour se faire un nom. Elle va rentrer dans différents bars, différents clubs, pour se faire embaucher en tant que chanteuse, mais bon, tu te doutes bien que tout ça, c'est tenu par des mafieux, et du coup, cette fille moderne, va vivre son histoire à travers ses visions, à travers ses rêves, et d'ailleurs, elle est élève en couture, et donc elle va réaliser des robes qu'elle va voir à travers les yeux de Anya Taylor-Joy dans ses visions, dans ses rêves, et rapidement, ça va devenir la première de sa classe, mais finalement, on va voir que vision et réalité vont peut-être s'entremêler. Ah, franchement, c'est un bon film. Oh putain, les mecs, ouais, je vous le recommande. Déjà, le pitch, c'est super original, et puis bon, après, mettre ça en scène. Ouais, il n'y a pas beaucoup de réalisateurs aujourd'hui qui auraient assez de talent pour réussir ça, et heureusement, c'est le cas d'Edgar Wright, hein. D'ailleurs, ça doit être une idée à lui. Franchement, le film est bon, hein. C'est super, c'est hyper original, c'est bien réalisé, c'est un film que je vous recommande à donf. Il y a juste un truc qui m'a un peu gêné, qui m'a peut-être même un peu sorti du film par moment, c'est que tu l'auras compris, on va avoir cette dualité d'actrices entre, alors j'ai oublié cette actrice moderne, une actrice, cette jeune actrice anglaise qui va incarner la nana dans les années 80, oui je crois que c'est 80, 90, et puis va se retrouver face au monstre Anya Taylor-Joy, qui est une putain d'actrice, et oui, mais il y a un décalage entre les deux, parce que des fois t'as la nana va se regarder dans le miroir, et elle va pas se voir elle va voir Anya. Au niveau skill de comédien, ouais, il y a un petit gap. Donc ça m'a un peu sorti du film. Pas que l'actrice, l'autre, celle qui incarne la jeune fille moderne, c'est pas une mauvaise actrice, tu vois, mais ouais, pour donner un peu le répondant à Anya, ouais, c'était... Ouais, il y avait une petite balance qui m'a un petit peu gêné tout le long du film. Mais voilà, je chipote. C'est que mon ressenti à moi. Mais franchement, les gars, allez-y. C'est original, c'est frais, ça fait du bien. Allez-y, les yeux fermés. Avant-dernier film que je vais citer dans cette vidéo, ça s'appelle Fight or Flight, et c'est avec ce bon vieux Josh Hartnett qu'on a revu récemment dans le film Trap de M. Night Shyamalan, film Trap d'ailleurs dont je vous ai donné mon avis dans une vidéo précédente. Josh Hartnett qui incarnait un tueur en série, et puis qui arborait une espèce de sourire de psychopathe, et d'ailleurs il va reprendre cette espèce de sourire dans ce Fight or Flight. Alors je sais même pas si le film est sorti en France, j'en ai pas entendu parler, je l'ai vu passer comme ça, j'ai vu Josh Hartnett. J'ai regardé la bande-annonce. Ah, j'ai dit, ça a l'air bien con. Alors, les gars, franchement, c'est du nanar. Ah là, c'est du nanar. Mais là, les gars, c'est rigolo. C'est rigolo. C'est fun. C'est fun à regarder. C'est con. Mais là, c'est assumé. C'est assumé, et ça va à fond dans son délire. C'est complètement débile. Bon, alors, l'histoire. Voilà, juste le synopsis. Je ne spoil pas dans cette vidéo. Donc on a Josh Hartnett qui est en train de cuver une sacrée gueule de bois, je crois qu'il est à Bangkok, parce qu'en fait c'est un ex-agent de la CIA qui a été mis de côté parce que il a fait une bourde, et la CIA est sur la trace d'un voleur qui est apparemment dur à saisir, il l'appelle le Ghost, et d'ailleurs dans la rue on le voit avec les caméras de partout, on voit le Ghost passer, mais tu sais il a comme un camouflage à la Predator, donc on sait pas qui c'est en fait, ils savent pas qui c'est. Et donc il repère le Ghost dans la ville de Bangkok, et apparemment en retraçant vite fait son itinéraire, ils ont compris qu'il se dirigeait vers l'aéroport. Alors la nana de la CIA, la chef, vite, on envoie une équipe. Ah ouais, mais nos gars sont trop loin, le temps qu'ils arrivent, elle aura pris l'avion, il sera barré et tout, on pourra pas mettre la main dessus. Alors le seul gars qui sera à portée de main, c'est notre bon vieux Josh Hartnett. La chef va l'appeler, il y a des gros différends entre eux, elle l'envoie chier, oui, alors les dialogues... trash, d'ailleurs le film est trash aussi, voilà, pour ceux qui veulent du sang, du gore, il y en a. Et par A ou par B, notre bon vieux Josh Hartnett finalement accepte. Alors c'est un ancien de la CIA, un ancien tueur à gages, mais apparemment un des meilleurs de sa catégorie. Et donc le mec il rentre dans l'avion, mais vraiment en mode short, t-shirt, claquette, mais vraiment en mode
Touriste, alors voilà, le mec est dans l'avion, et puis, alors ils ont appris que le Ghost avait été blessé, donc il fallait qu'ils recherchent une personne qui était dans l'avion, blessée, voilà, pour pouvoir l'identifier et dire, ah c'est bon, j'ai trouvé le Ghost, c'est lui, et puis pouvoir l'intercepter, et dès que l'avion atterrit, voilà, il l'arrête, et fin de l'histoire. Oui, mais le problème, c'est que le Ghost, il a voyagé dans je sais pas combien de pays, il a volé je sais pas combien de mafias, de gouvernements et tout ça, et c'est là où c'est rigolo. Bah en fait, c'est que tout le monde dans l'avion, voilà, il y a peut-être quelques passagers normaux, mais on va dire que 80% des passagers, c'est des tueurs à gages. Qui veulent la peau du Ghost. Et ils savent pas qui c'est. Donc ça va se regarder là-dedans, en chien de faïence, en disant ouais, ça peut être toi. Ouais, ça peut être toi. Puis tu grilles les mecs. Josh Hartnett, il s'installe, le mec à côté de lui, une espèce de mafieux italien, il commence à lui parler et tout, tu sens que le mec, il est pas net. Et puis, oui, puis 5 minutes après, voilà, je vais pas spoiler, mais oui, il va se passer des trucs. Oh, les gars, mais c'est complètement pété. Les gars, c'est du nanar, mais c'est rigolo, c'est complètement con. L'histoire, voilà, ça va pas plus loin. Et puis, après, oui, ça va mal se passer. Dans cet avion, il y a des situations, mais complètement grotesques. À un moment, voilà, petit spoil, mais je crois on le voit dans la bande-annonce. Il y a une bagarre, et puis, il y a un côté de l'avion qui s'ouvre. Alors là, dépressurisation, t'as des mecs qui partent dans le vide. Notre Josh Hartnett, lui, pas de problème. Puis 5 minutes après, tout va bien. Voilà, il n'y a plus de trou dans l'avion, la bagarre continue. C'est con, c'est con. Les gars, si vous cherchez un bon film, bien nanar, bien con, pour remplir une soirée morose et que vous voulez un film complètement débile et que vous allez rigoler devant, les gars, cherchez pas plus loin, Fight or Flight, mais je vous le recommande, les mecs. Ouais, là, vous risquez de vous pisser dessus, hein. Ça y est, nous y sommes, dernier film de cette sélection. Eh les gars, pour moi, franchement, hein, c'est le meilleur film que j'ai vu cette année. Incroyable, ça s'appelle Getaway et c'est avec Nick Frost. Nick Frost, le pote de Simon Pegg, le pote de Edgar Wright. Hein, ils ont tourné plein de films ensemble, dont Shaun of the Dead, donc Nick Frost. Les scénaristes de ce film Getaway 2025, alors là, attention, hein, parce que là, il faut zéro spoil, les mecs. Hein. Ah, donc je vais juste vous raconter le pitch, je vais vous donner envie de regarder le film. Je l'ai regardé en VF, je sais pas s'il va être distribué officiellement en France, je sais pas sur quelle plateforme vous pouvez le regarder. Bon, sinon, enfin moi, j'ai pu le voir avec du copyright tunisien, hein, si vous voyez ce que je veux dire. En VF, hein, qu'une VF que... Oui, alors des fois, oui, tu sens que la qualité de doublage, c'est pas top, mais enfin bon, je préfère une VF moyenne qu'une VO, enfin avec des accents britanniques. Parce que VO américaine, alors ça dépend de certains accents, mais VO américaine, en général, ça me pose pas de problème. Mais alors VO britannique, les mecs... Eh, t'as essayé de regarder Harry Potter en VO? Chaud, hein. Chaud, hein, putain. Les Britanniques, putain, les roast beef avec leur accent. Bon, il y a certains, putain, pour les comprendre. Donc voilà, je l'ai regardé en VF. VF assez moyenne, mais ça passe, voilà. Bon, alors le pitch. Juste le pitch, juste pour vous donner envie, les gars. Donc c'est une famille anglaise, dont le père est Nick Frost, avec sa femme et ses 2 enfants, qui sont des adolescents, qui voyagent en Suède pour accéder à une île isolée, dont il y a une tradition ancestrale. Chaque année, ils font une espèce de pièce de théâtre qui dure 8 heures pour célébrer leurs ancêtres et tout. Voilà, une espèce de coutume locale, et ils veulent absolument se rendre bien sûr cette île pour assister à ce spectacle. Alors le début du film, ils arrivent oui au bord du lac ou de la mer, je sais pas exactement, et ils empruntent le ferry pour se rendre sur cette île. Ils sont accueillis, très mal accueillis, hein, par les autochtones locaux. Qu'est-ce que vous foutez là? On veut pas de touristes, machin et tout. Et le gars à qui ils ont loué la maison arrive. Non, c'est bon, vous inquiétez pas, tout va bien, hein, j'ai la maison de ma mère, voilà, ma mère elle n'est plus de ce monde, vous pouvez prendre la maison de ma mère, et puis le spectacle va démarrer, il y avait les répétitions, et puis le spectacle va démarrer demain ou après-demain. Voilà, ils avaient prévu de faire un séjour de 3-4 jours, et ça a été filmé réellement, alors soit en Suède ou soit en Norvège. J'aime bien, moi j'aime bien en général, j'ai regardé des séries Netflix, justement norvégiennes, ou même islandaises, et j'aime bien tout ce qui est photo en fait, parce que la photo, il y a quasiment pas de filtre, c'est vraiment lumière naturelle, c'est très sombre, et on retrouve là un peu cette même photographie, ce même type de photo, hein, pour ce film. Là on voit vraiment que c'est du décor, ouais, ils sont vraiment dans le nord, hein, Suède, Norvège,
avec, bah oui, ces espèces de forêts, puis cette espèce de luminosité très très particulière, hein. Voilà, moi j'habite en Tunisie, enfin tu sors pas dehors sans lunettes de soleil, ça y est, hein, t'as tes yeux qui brûlent, hein, tu vois, c'est au contraire, hein, tu sais, on a la luminosité, elle est même pas à 100%, elle est à 200% l'été, hein, c'est limite, moi je sors dehors, il faut mes lunettes de soleil, plus des lunettes de soudure, par-dessus, hein, c'est ridicule, hein, moi je suis ridicule, hein, les gars, l'été, je suis ridicule. Mais là justement, et moi j'adore regarder ce genre de, alors des séries ou des films qui ont cette luminosité, cette photographie vraiment des pays des nord de l'Europe, parce qu'en plus ça amène une espèce d'ambiance un petit peu plus oppressante, un petit peu plus angoissante. Donc la famille de Nick Frost arrive sur cette île, et ils prennent possession de la maison de la mère, ils commencent leur petite vie, leurs vacances hein, pour souffler. Je vais pas en dire plus. Parce que, voilà, après, ils veulent assister au spectacle. Les autochtones locaux sont très cons. Ils veulent pas d'eux. Donc, ils vont tout faire pour qu'ils dégagent. Et voilà, c'est tout. Je vais pas en dire plus. Et je vais juste ajouter qu'à un moment dans le film, il y a l'utilisation d'un morceau d'Iron Maiden. Je vais pas dire lequel. Mais alors, les mecs. Oh, le passage, les mecs. Bon, je vous dis rien de plus, les gars, regardez Getaway. Regardez Getaway, les gars, voilà, j'espère que le peu que je vous ai indiqué, ça vous a donné envie. Par A ou par B, démerdez-vous, en VO, en VF, regardez-le. Je vais pas en dire plus, mais les gars, j'insiste, vraiment. Ouais, vous allez passer un bon moment. Mais ouais, franchement, j'ai adoré, pour moi, meilleur film de l'année. Voilà les gars, ainsi va s'achever cette nouvelle vidéo de ces films et séries que j'ai vu récemment. Alors oui, elle était peut-être un peu plus longue que d'habitude, ça faisait un moment que j'avais pas fait ce genre de vidéo, mais j'aime bien faire un petit récap de temps en temps de ce que je regarde, puis ça change un petit peu, ça permet aussi de parler d'autres choses. Alors attention, s'il y en a, les gars, parmi vous qui ont vu le film Getaway, les gars, ne spoilez pas, hein, surtout ne spoilez pas, voilà, en commentaire, exprimez-vous, est-ce que vous avez aimé, est-ce que vous n'avez pas aimé. Mais c'est tout, mais surtout ne spoilez pas parce que là vous allez ruiner tout le film. Sinon, as-tu vu déjà certains de ces films que j'ai mentionnés dans cette vidéo? Et sinon, toi, qu'est-ce que t'as vu récemment? Allez-y, exprimez-vous en commentaire. Et moi je vous retrouverai comme d'habitude prochainement sur la chaîne pour d'autres vidéos. Et comme d'hab, n'oubliez pas que tout ceci n'est qu'un jeu.